Alors, bienvenue à tous dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, on va parler de cybersécurité, d'un métier qui est plutôt orienté sur l'organisationnel, sur l'accompagnement des entreprises à améliorer leur cybersécurité. Aujourd'hui, je me retrouve avec Christophe. Christophe, est-ce que vous pouvez vous présenter assez succinctement pour commencer et après on rentrera plus en détail dans votre métier? Bonjour à tous, donc Christophe Robert, je suis dans la cyber depuis un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai commencé par la technique, puis j'ai fait une évolution, enfin un virage à 90 vers l'organisationnel pour accompagner les entreprises à justement identifier qu'est-ce qu'est la cyber et comment on va dedans. OK, super. Donc vous m'avez dit effectivement que vous avez commencé par la partie technique. Est-ce que vous avez eu un parcours universitaire qui était orienté purement technique ou au contraire vous aviez un parcours qui était plutôt, lié à l'informatique au niveau universitaire? Complètement lié à l'informatique. Le généralisme m'intéressait pas forcément et j'étais vraiment à l'époque intéressé par l'informatique. Donc j'ai fait une école spécialisée en informatique et après suivi tout ce qui est stage de fin d'études, etc. D'accord, donc effectivement, votre entrée, on va dire, sur le milieu professionnel s'est fait pas forcément en alternance, mais via des stages et Oui. ces stages étaient dans l'informatique pure ou déjà dans la cyber à cette époque-là où vous commenciez déjà à avoir quelques notions, Alors à l'époque, j'étais, dans les systèmes et réseaux et c'est avec mon premier stage que j'ai découvert, la partie, sécurité. À l'époque, on parlait pas de cybersécurité, mais de sécurité et finalement, c'est à ce moment-là où j'ai mis, le pied à l'étrier, dans la cyber puisque c'était quelque chose qui m'intéressait fortement. d'accord, et donc ça fait combien de temps que vous êtes réellement dans le domaine de la cyber? Bah, du coup, moi, ça fait 12 ans que je travaille, donc ça fait 10 ans que je fais, de la sécurité cyber. D'accord, et donc vous avez commencé par la partie, sécurité, on va dire, réseau peut-être et Tout à fait, systèmes ouais. et après du coup vous avez évolué sur d'autres éléments en particulier? Exactement, prise de connaissance puisque finalement dans ce métier on apprend tous les jours. On n'est jamais à court d'apprentissage et il y a toujours des nouveautés, donc il faut toujours se mettre à jour et donc finalement au fur et à mesure des années, j'ai, appris, ce nouveau pan, ce nouvel aspect, que je n'avais pas et que j'ai acquis pour, justement le restituer à d'autres. Et justement, cet apprentissage, il s'est fait, on va dire, sur le tas ou au contraire, il y a une partie, très théorique, vous avez peut-être eu une, petite formation à un instant T? Comment ça s'est, Alors déroulé cet j'ai ouais, apprentissage? j'ai très peu de formations, suivies. Je suis, vraiment très autonome et autodidacte. Par exemple, l'école, je l'ai fait juste pour avoir un diplôme, mais enfin, je l'avais déjà fait, hein. J'avais déjà le niveau de compétence, on va dire, par mes propres moyens et donc j'ai continué finalement là-dedans. Donc la plupart des formations que je vise, finalement, j'achète ou je regarde les vidéos sur YouTube ou j'essaie de collecter de l'information. Je les bosse par moi-même, et après je vais passer mes certifications. Ça, en fait, c'est un peu la méthode sous Linux, on dit, RTFM, Read the fucking manual. Finalement, j'applique cette méthode à la cyber et à moi-même pour apprendre à chaque fois, à nouveau, puisqu'il y a énormément de documentation sur internet et on peut vraiment beaucoup apprendre par soi-même. Oui, je pense qu'effectivement, là, il y a quand même un champ qui est assez large de ce côté-là, à condition d'être motivé, de savoir un petit peu où on va aussi, ce qui est un peu C'est ça. compliqué quand on est débutant. Alors où on va, on peut avoir des personnes qui nous guident. On trouve des choses sur internet, mais comme tu l'as dit, juste avant, l'essentiel c'est d'être motivé et de savoir ce que l'on veut faire. D'identifier à chaque fois sur des nouvelles, activités, est-ce que j'ai envie de le faire ou pas? Est-ce que je prends un virage ou pas? Vraiment, faut être, en phase avec soi-même et à un moment se dire, faut faire des choix. Les choix peuvent être mauvais, on reviendra en arrière, on fait jamais toujours le bon choix la première fois. Voilà, faut tenter, faut y aller, il faut se lancer, quoi. D'accord, et donc, ta première mission, on va dire, quand tu as commencé dans l'informatique et la cybersécurité, c'était plutôt de sécuriser les réseaux et ça, tu as fait ça pendant combien de temps avant de passer à ta mission de conseil? Ah, j'ai fait ça, pendant 7 ans avant de passer sur du conseil. En fait, même pendant 7 ans, j'ai fait ces premières activités de sécurisation de réseau. Après, je suis passé plus sur de l'architecture, comprendre comment on définit les architectures, pouvoir créer des, heu, des des systèmes d'information complètement, sécurisés et ensuite, au fur et à mesure, de l'expérience et de la compétence qu'on acquiert avec le temps, passer sur des missions de conseil. On ne peut pas, de mon point de vue, faire du conseil avec de la valeur, en n'ayant jamais pratiqué. C'est pas possible. Ou alors le niveau de conseil sera pas bon, pas efficace pour l'entreprise. Voilà. L'expérience est nécessaire de mon point de vue pour faire du conseil. Donc, faut pas vous attendre à sortie d'école, faire du conseil tout de suite. Il va falloir quelques années d'expérience avant de pouvoir prétendre à ce type de poste.
Et aujourd'hui, justement, si tu peux nous décrire un petit peu plus en profondeur le métier que tu fais, comment tu t'organises, et quels sont les apports, de valeur que tu apportes à tes clients et comment tu les aides à aller d'un point A à un point B, en termes de cybersécurité? Alors, mon métier se base principalement sur 2 axes. Le fait de faire comprendre aux entreprises que la cybersécurité, ça impacte tout le monde. Souvent, on a face à des personnes, des petites entreprises, des PDG qui se disent: «Non mais enfin, moi je suis une petite entreprise, ça me touchera jamais». Enfin si, en fait, faut comprendre que les hackers, ils vont pas forcément cibler des personnes, ils programment des robots pour faire des scans automatiques. On va pas forcément creuser le sujet maintenant, mais voilà, tout le monde peut être impacté. Donc ça, c'est bien identifier, sensibiliser finalement les directions générales, que la cybersécurité, ça impacte tout le monde. Le deuxième pan, c'est la partie, relation entre l'investissement qu'on va faire en matière de cyber et le business que fait l'entreprise. Nous, on n'est pas là pour couler l'entreprise, on est là pour l'aider à sélectionner les bons éléments de protection en fonction du chiffre d'affaires, pour s'assurer qu'il y a le bon niveau d'investissement aux bons endroits, pour entre guillemets «minimiser» les investissements cyber, mais s'assurer qu'ils soient au bon niveau, pour l'entreprise. C'est vraiment le jeu le plus sensible et le plus important à faire pour les entreprises. Du coup, c'est des conseils qui sont organisationnels, plutôt techniques? À quel niveau ils se positionnent et sur quelle durée, on va dire? On va commencer par, de l'organisationnel pour, par exemple, définir, ce qu'on va appeler une stratégie de cybersécurité. Peut-être ça peut être appelé aussi des politiques, peu importe, mais voilà, donner un peu une ligne directrice, comment on va faire de la cybersécurité dans telle entreprise en fonction de son contexte et après on va décliner les choses, heu, de plus en plus techniques, à partir du moment où on va aller de plus en plus profond dans le système d'information. Pour rappel, un système d'information, ce n'est pas que les ordinateurs. Du papier qui contient des informations va faire partie du système d'information. Donc on voit que ces différentes branches, techniques, c'est pas forcément que de l'informatique pure. D'accord, et du coup, est-ce qu'il y a peut-être un premier état des lieux qui est fait à l'initial ou vous êtes uniquement sur du déclaratif? On peut avoir les 2. Soit l'entreprise a une maturité, correcte, on va dire et dans ce cas-là, on peut se baser sur la documentation qu'elle a déjà et sur, l'image qu'elle a déjà d'elle-même. Mais la plupart du temps, on va se baser sur, une phase d'audit initiale. Donc, il y a 2 types d'audits qu'on va pouvoir mener. 95 du temps, on fait ce qu'on appelle un audit, de maturité. D'autres entreprises appellent ça un audit flash, qui est souvent basé sur le même référentiel qui est le guide d'hygiène de sécurité, de l'ANSSI, qui est un très bon référentiel et qui, en première approche, permet d'identifier les gros trous et ensuite, une fois qu'on a fait ces premières étapes et qu'on a fait les corrections qui étaient liées à ce type d'audit, on peut aller plus loin dans une analyse de risque complète, mais là qui prend beaucoup plus de temps. Heu, En moyenne, on va mettre entre 5 et 10 jours pour faire un audit de maturité en fonction de la taille de l'entreprise et on va plus passer sur, un peu plus de 30 jours sur les analyses de risque, complètes. Donc on voit que c'est pas les mêmes investissements pour les entreprises. Donc voilà, on va un peu comme, un entonnoir ou un râteau, dégrossir d'abord et après aller au plus fin, pour identifier les risques et les nécessités, d'investissement. D'accord, donc l'étape 1, c'est un audit pour avoir, on va dire, un état des lieux, une carte de l'entreprise. Ensuite, on leur donne des conseils et après, est-ce que vous les accompagnez dans la mise en œuvre de ces remédiations et dans la mise en œuvre de cette, sécurité? On peut, on peut les accompagner comme ils peuvent, le faire en autonomie. Il y a 2 types d'approches et les entreprises, en fait, on peut voir un peu de tout. Des personnes qui vont demander un accompagnement, que sur la partie, par exemple, organisationnelle, des personnes qui vont demander un accompagnement que sur la partie technique parce qu'ils considèrent qu'ils maîtrisent déjà organisationnel ou des fois, bah, va devoir, ne pas froisser le client, donc devoir l'aider à rattraper peut-être un manque de niveau qu'il a lui-même et qu'il n'a pas encore, identifié, en termes de progression pour lui-même. Et des accompagnements complets ou pas d'accompagnement du tout parce que l'entreprise va vouloir que ce soit une entreprise concurrente qui le fasse pour éviter que justement on soit jugé partie. Donc finalement, on voit un peu de tout et il faut être, extrêmement, adaptatif, pour pouvoir, faire face aux différentes situations. D'accord, très bien, et du coup, aujourd'hui, il y a c'est tout type de structure qui vous contactent ou c'est majoritairement peut-être certains secteurs avec certaines tailles d'entreprise qui vont être demandeurs de ce type de prestations? De mon point de vue, en fait, toutes les entreprises, qui avaient, si je puis dire, la maturité d'identifier qu'elles avaient un manque et qu'il fallait qu'elles aillent là-dedans, elles ont déjà fait les démarches, pour aller, se faire accompagner.
Donc maintenant, on est plus dans la recherche des entreprises qui ont une nécessité de se faire accompagner, mais qui elles-mêmes ne l'ont pas identifié. Donc là, on est plus dans de l'approche, à aller, entre guillemets, «faire du porte-à-porte» et dire: «Bah, voilà, moi je peux peut-être vous aider, est-ce que, ça vous intéresse qu'on regarde?» Voilà, on est plus dans ce type d'entreprises qui sont encore un peu, à la ramasse. D'accord, et du coup, ils ont peut-être un peu plus de mal à débloquer du budget au début, donc ça peut être peut-être une première approche avec un audit très succinct pour leur montrer l'état des dégâts avant de pouvoir, aller plus loin, c'est ça? Exactement et puis, là, du coup, on fait face à 2 types de directions. Les directions qui vont avoir une ouverture d'esprit. Donc à partir du moment où on leur dit que, ils ont une nécessité d'être accompagnés, ils vont le comprendre, ils vont, l'assimiler et s'engager dessus. Et des directions qui vont rester en disant, «Non, enfin, je comprends pas votre discours. Pour moi, je suis pas une cible, des attaquants, ça a rien à voir» et qui ont besoin finalement d'une alerte, d'un avertissement pour que, le budget soit déclenché. Et donc c'est là où on a les 2 types d'approches, donc soit par une analyse de maturité, donc c'est la première approche parce que, la direction est sensible et va nous écouter, ou on fait face à une direction qui est un peu en opposition et dans ce cas-là, on va plus devoir, faire une approche via un pen test, qui normalement est pas la première approche qu'il faut utiliser, mais on peut l'utiliser en seconde partie, où on va dire: «Bah, regardez, là, maintenant, je vous fais constater à quel point votre, système d'information, en tout cas la sécurité, est complètement à revoir. Je suis rentré chez vous en moins de 30 minutes, maintenant j'ai accès partout» et là, ça fait un effet électrochoc. Voilà, c'est encore une fois, c'est avoir la capacité à utiliser le bon outil pour pouvoir convaincre qu'il y a vraiment quelque chose à faire. D'accord, et du coup, je pense pas qu'il y ait forcément de journée type, dans ces missions, mais il y a peut-être un on va dire, une certaine, méthodologie, une certaine orientation qui se déroule toujours de la même manière? Je sais pas, quand on arrive chez le client, les 2 premières heures, bah, en général, c'est plutôt, l'échange avec le client. Comment ça se déroule un petit peu? Si on peut, on va dire schématiser, la mission, sur quelques jours? Alors les premiers jours, paradoxalement, on va jamais parler de cyber. Les premiers jours pour nous, c'est la phase où on va comprendre comment l'entreprise marche. Quel est son business? Qu'est-ce qui la fait vivre? Quels sont les éléments critiques de cette entreprise, qu'on appelle les métiers critiques, heu, pour pouvoir justement nous, orienter derrière les questions en termes de sécurité autour de ces éléments critiques. Notre objectif, encore une fois, c'est de protéger les éléments critiques d'une entreprise et donc, de s'assurer qu'on va identifier justement ces métiers critiques pour, déterminer si le niveau de sécurité associé, avec tous les éléments en fait qui portent ce métier, puisque l'informatique, on a un métier support, hein, donc on va porter les métiers. Identifier que tous les éléments qui portent, ces sections critiques dans l'entreprise, sont correctement sécurisés, pardon, et au bon niveau. Donc voilà, la première phase, c'est vraiment parler métier, business avec, avec la direction, avec les directeurs de branche, s'il y en a. Voilà, pour justement bien comprendre comment l'entreprise est structurée, comment elle marche et comment nous, on va derrière apporter quelque chose, heu, d'intéressant pour l'entreprise en matière de cyber. D'accord. Ensuite, on passe sur l'aspect organisationnel ou technique en fonction des appétences du client et de ses besoins. D'accord, OK, très bien. Donc effectivement, oui, il y a pas de journée type. Et est-ce qu'il y a des outils ou des référentiels que vous utilisez? Tout à l'heure, vous me parliez, du guide d'hygiène de l'informatique de l'ANSSI, qui est effectivement un très bon référentiel pour arriver à dégrossir de manière, globale, la cybersécurité de nos entreprises. Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça, que tu utilises pour aller plus rapidement et pour pouvoir avoir une même démarche auprès de tous tes clients? Alors oui, il y en a plein en fait. Il y a tous les guides de l'ANSSI et il y a aussi, tous les guides du NIST, NIST, si je fais grossièrement l'équivalent, c'est un équivalent ANSSI mais aux États-Unis, heu, qui sort enfin les 2 organismes sortent des publications assez régulièrement, qui sont, très, très bien faits sur, les différentes méthodologies ou apports qu'on peut avoir. Dernièrement, il y a le MITRE qui s'y est mis aussi, qui commence à faire de plus en plus de bruit. On a vraiment, beaucoup de référentiels, sur, la façon d'organiser la cyber, heu, comment on doit prendre les choses, de quel point de vue on doit les avoir et puis derrière, on va avoir des certifications qui vont venir, heu, sanctionner le fait qu'on ait compris justement tous ces modèles-là et le mécanisme, à avoir pour implémenter la cyber de façon correcte.
Et d'un point de vue, outils utilisés au quotidien, d'un point de vue logiciel, est-ce qu'il y a des logiciels que tu vas préférer parce qu'ils te permettent d'avoir toutes les informations au même endroit? Est-ce qu'il y a des éditeurs en particulier que tu vas préférer? Comment ça se déroule? Ou, en fonction du client, tu t'adaptes, aux besoins? J'ai envie de dire aujourd'hui, c'est un peu moche, mais c'est la réalité. L'outil le plus utilisé en matière d'organisationnel, c'est Excel. On a de plus en plus d'outils qui commencent à apparaître sur, des méthodologies, heu, pour la mise en œuvre justement de mécanismes, en France. On peut citer notamment autour de la méthode, EBIOS-RM, mais enfin, c'est pas forcément ils sont pas encore tout à fait aboutis. Forcément, c'est des logiciels assez récents qui ont le mérite d'exister, qui commencent à avoir des bonnes approches, qui ont de bonnes idées, des bonnes mises en œuvre. Mais aujourd'hui, c'est assez complexe et la quasi-totalité des consultants, préfèrent rester sous Excel parce que les tableaux de bord sont déjà définis, les processus, les modes de fonctionnement sont déjà mis en œuvre et on sait que l'humain est assez réfractaire au changement, donc c'est vrai que c'est compliqué de changer aujourd'hui les méthodologies. Heu, voilà. Après en matière technique, là on va j'ai eu fait de la technique, j'en fais beaucoup moins aujourd'hui, donc je peux pas dire que je suis un expert en matière, et en référence. Mais aujourd'hui, en matière de technique, la plupart du temps, on va se baser sous Kali pour opérer, donc Kali, c'est une distribution Linux, pardon, sous Kali pour, opérer les différents, modules de pentest, et cetera, heu, dans nos Oui. activités. D'accord, effectivement, oui, sur Excel, je sais que c'est très, très utilisé par les parties, consultants organisationnels avec des fichiers qui sont relativement bien construits, avec des formules qui vont un petit peu dans tous les sens pour Ouais, pré-remplir tout un tas de cases. dès Ce que ça qui peut marche plus, vraiment c'est faire l'horreur. peur. Exactement, tout à fait. Ce qui peut vraiment faire peur, à certains moments quand on commence dessus et qu'on commence à essayer de dépatouiller un petit peu tout ça. Tout à l'heure, tu parlais de certifications. Est-ce qu'il y a des certifications aujourd'hui qui sont un peu représentatives dans ce domaine-là et que tu as passées ou que tu souhaiterais passer, pour asseoir, on va dire, tes compétences ou, prouver ton niveau de compétence? Alors les certifications, c'est toujours un combat de coq, j'ai envie de dire. Les gens vont dire, «Celle-là est meilleure que l'autre». Enfin, limite, on s'en fout un peu. L'objectif, c'est d'avoir un peu une représentation du niveau, d'expérience et de compétences qu'on a acquis, dans le domaine, tout ce qui va être organisationnel, tant sur l'audit que sur la connaissance, sur le management. On va avoir, tout ce qui est CISSP, CISM, la CISA. Heu, Après sur la partie technique, celles que, j'ai en visu et qui commencent à avoir des bons niveaux, c'est la GPEN de SNS et également chez Offensive Security, l'OSCP, pardon, l'OSCE. Voilà, c'est des certifs qui commencent à donner un bon niveau de maîtrise, de son domaine. D'accord, mais c'était plus pour, rester sur la partie, on va dire, consulting, organisationnel. Est-ce que, je sais pas, des certifications comme la Lead Implementor, la Lead Auditor, tout ce qui est ISO 27001, c'est des choses qui sont importantes dans ton métier au quotidien ou, pas du tout et au contraire, il vaut mieux avoir une double casquette, comme tu le disais? Je l'ai passé l'ISO 27001, j'ai aussi le CISSP. En toute franchise, l'ISO 27001 pardon, ne m'a jamais servi réellement. Avoir la formation était intéressant parce qu'au moins du coup on a la méthodologie de l'ISO, mais la certification en elle-même ne m'a jamais servi et m'a rien apporté. Par contre, comme je disais, la méthodologie et la connaissance qu'apporte la formation, sont bonnes. Donc je suis plutôt du parti, c'est quand même bien d'avoir un peu les 2 casquettes et savoir comprendre. Quand on fait de l'organisationnel, savoir comprendre la technique, heu, pour s'assurer que, ben, on n'est pas flouté par les équipes d'en bas, parce que ça peut exister. Et inversement, c'est pas parce qu'on fait que de la technique, il faut pas non plus s'intéresser à l'organisationnel. Parce qu'à un moment, ça permet de comprendre pourquoi on nous a donné tels objectifs en matière de technique, puisque c'est quand même l'organisationnel qui donne les objectifs. Réussir à comprendre pourquoi on nous a donné des objectifs et pourquoi on va dans cette direction plutôt qu'une autre. D'accord et aujourd'hui, quels sont les éléments, majeurs qui te plaisent dans ce métier? Pourquoi tu fais ce métier-là et pourquoi tu as évolué vers ce métier-là aujourd'hui? Ce qui me plaît, c'est, pouvoir justement accompagner une entreprise à, se sentir plus sereine dans son activité de tous les jours. S'assurer que, demain, il n'y a pas une entreprise de 200 personnes qui va mettre entre guillemets, «mettre la clé sous la porte» parce qu'elle aura subi une cyberattaque
elle aura rien fait pour, justement essayer de se sécuriser et faire en sorte que on va minimiser les impacts, en cas de besoin. Donc c'est vraiment un peu, accompagner toutes ces personnes dans l'assurance d'avoir un SI qui va les protéger ou en tout cas minimiser les impacts en cas d'attaque et s'assurer qu'un minimum d'entreprises mettent la clé sous la porte, tout simplement. D'accord, et du coup, il y a peut-être des éléments qui te plaisent moins dans ce métier parce qu'on n'aime jamais à 100 le métier qu'on fait, il y a toujours des éléments qu'on préfère, et aujourd'hui, quels sont les éléments qui, toi, te plaisent moins dans ton métier, de consultant? Ça va être peut-être l'opposition qu'on va rencontrer à certains moments, voilà. Quand on rentre dans une entreprise, on va apporter des conseils et les gens en face de nous vont se braquer et dire: «Non, non, mais ça, c'est pas des choses qu'on veut, enfin ça se fait pas». Heu, je vais prendre un exemple que j'ai eu récemment et et que je trouve dommage, c'est j'ai participé à construire la politique de sécurité des systèmes d'information d'une entreprise, qui n'en avait pas. Et donc dans, cette politique, j'avais inséré, tout un paragraphe de mise en relation entre, les RH et la DSI pour avoir tout ce qui est, suivi des arrivées, départs, mouvements, s'assurer que les personnes ont les bons droits en fonction de leur rôle dans l'entreprise. Et là, j'ai eu une opposition totale, heu, de la partie RH, considérant que, les RH n'étaient pas du ressort de la sécurité et que, ce type de paragraphe n'avait rien à faire dans ce type de document. Et c'est là où on voit finalement que, on a un peu une opposition, une résistance. Les gens vont penser qu'on est là pour leur prendre leur job, alors que pas du tout. Moi, l'objectif, c'était vraiment de m'assurer que, justement ces 2 entités, les RH et la DSI, communiquent, et communiquent plus qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, dans la quasi-totalité des entreprises, sauf les grands comptes qui ont la maturité, ces 2 entités ne discutent pas. Donc la DSI, est très peu souvent, au courant des départs, hormis, parce qu'il y a eu un mail, pot de départ, et quasiment, jamais au courant des, mouvements, d'un salarié dans une entreprise. Donc, à la fin d'une carrière de 30 ans, on se retrouve avec quelqu'un, qui est directeur financier, mais qui a, les droits d'administration de partout, ce qui est complètement aberrant. Voilà, c'est vraiment en fait, on n'est pas là pour punir les gens et dire, les moquer, enfin se moquer comme, dans une cour de récré: «Ah, tu trop moche». Non, c'est vraiment mettre vraiment cette relation entre, heu, ce dont on a besoin et c'est ce qu'il faut faire et pas forcément dire: «On va taper sur les gens, on est là pour pointer du doigt, on est là pour prendre le travail des autres». Non, c'est vraiment pour mettre vraiment, du liant et j'ai envie de dire de la graisse, du lubrifiant dans les rouages de l'entreprise. Ouais, fluidifier les communications pour être sûr que les données soient bien reçues des 2 côtés et être traitées correctement sur la Exactement. gestion des entrées et sorties, qui est un vrai sujet et qui est une vraie problématique, au quotidien en termes de cyber. Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, d'une mission que tu as particulièrement appréciée parce que, je sais pas, peut-être que c'est bien déroulé ou parce que le challenge était intéressant? Je suis quelqu'un qui adore sortir de sa zone de confort et qui adore être, mis dans des situations un peu inextricables où il faut un peu, justement, minder pour sortir, la solution. La dernière mission que j'ai vraiment kiffé, c'était une réponse à incident. C'est simple, hein, la personne vous appelle, vous dit: «Bah, voilà, je me suis fait attaquer, j'ai besoin d'aide» et là, c'est ras le bas de combat. On est un peu les pompiers finalement de l'entreprise. On va mettre sur pied, une équipe de réponse à incident et aller, sur site. Parce que la plupart du temps, finalement, le premier conseil, c'est de couper l'accès internet. Donc après leur dire: «Bah, est-ce que vous pouvez me donner accès à distance?» C'est un peu compliqué. Donc, d'aller sur site et vraiment, prendre part à l'entreprise, leur montrer qu'on est avec eux et qu'on va faire en sorte de tout faire, pour faire en sorte qu'ils puissent soit restaurer l'activité dans un minimum de temps, soit de se dire: «Je vais prendre le temps, quitte à ce que le SI soit à l'arrêt, pour tout remettre d'aplomb, si c'était un peu bancal». Donc, il y a 2 petites approches. Autant dire qu'en général, la première approche, c'est celle qui est utilisée dans 99 des cas, hein. C'est de remettre, le SI, en opération. Mais on peut rencontrer de temps en temps des gens qui disent: «Non, non, mais je veux profite de l'arrêt pour remettre, d'équerre» et donc, du coup, ma dernière réponse à incident, c'était justement quelqu'un qui a choisi de remettre d'équerre son SI et là, c'est vraiment, super intéressant parce qu'on a vraiment une phase de, et faut pas perdre les données,
faut remettre en production tout en remettant, une architecture, complètement sécure et en un minimum de temps. Et c'est vraiment là où on a les challenges, où vraiment on est sorti de nos zones de confort, que des fois on fait face à des situations, on se dit: «Comment on va les résoudre?» C'est vraiment, cet aspect un peu, challenging, qui est vraiment très intéressant. Je vous OK. rassure, ça arrive pas tous les jours. Oui, j'espère en tout cas pour les entreprises. Et du coup, dans cette démarche-là, est-ce que, tu as des contraintes, qu'elles soient légales, organisationnelles ou autres, qui viennent s'appliquer particulièrement à ton métier? Il y a forcément, tout l'aspect réglementaire, là, enfin, on a beau être dans un incident, il faut, se conformer à la réglementation. Donc il y a plein de choses qu'il faut, respecter, notamment, je veux dire, la première chose qui me vient en tête, c'est, tout l'aspect, sauvegarde des journaux, puisque c'est là où on va voir et nos indices pour la réponse à l'incident, mais également tous des aspects légaux. Par exemple, un proxy de navigation web, c'est quelque chose d'encadré au niveau réglementaire et qu'il faut garder. S'assurer que, voilà, on va identifier les différents points avant d'attaquer la réponse à l'incident qui sont couverts par la réglementation et après opérer la méthodologie euh, sur cette réponse. Là, clairement, on attaque, enfin, on fait tout en même temps quand on fait de la réponse à incident, hein. C'est, et de l'orga et de la technique, et j'irai même plus loin, on fait et de l'infrastructure et de la cybersécurité et de la forensique. Donc voilà, c'est mener les 3 combats en même temps, qui peut être un peu casse-gueule. Et quand tu fais plutôt du consulting, on va dire traditionnel, hormis, des missions de réponse à incident, est-ce que justement tu as des contraintes particulières? Est-ce qu'il y a des contrats qui sont signés pour assurer une certaine confidentialité? Comment ça se déroule cette partie-là? Ça dépend comment c'est, enfin dans quel cadre, hein. Aujourd'hui, il y a des réglementations qui sont sorties au niveau France ou au niveau, européen qui sont, NIS, LPM. Je les ai mis en sens inverse pour bien vous embrouiller. Qui permettent d'identifier justement des opérateurs un peu essentiels ou vitaux, pour la nation ou pour l'Europe et justement, quand on va faire de la cybersécurité dans ces environnements-là, on a ces référentiels, LPM ou NIS à respecter, pardon, qui nous donnent aussi un guide, comment on va mettre en place la cybersécurité, au sein de l'entité. Voilà. On doit se conformer, heu, avec ces textes-là. Si jamais on ne le fait pas, pendant notre exercice, de conseil et que l'entreprise vient faire auditer ce qu'on a fait par une autre entreprise et qu'on l'a mal fait, on sera redevable, heu, d'un point de vue de cette entreprise-là parce qu'on n'aura pas fait notre métier jusqu'au bout. OK, donc effectivement, il y a plus une obligation de respect du processus plutôt que du résultat. Parce que c'est compliqué de dire: «On va sécuriser une entreprise», sachant qu'on ne peut pas sécuriser à 100 toute entité. Alors, il y a 2 choses à savoir dans ce métier, c'est que rien n'est 100 sécurisable. Il y aura toujours des failles, puisque de toute façon, tout est développé, par l'humain à la base et la 2e chose, c'est qu'on est toujours en obligation de moyens. Mais très peu de résultats, voire quasiment jamais, parce que, comme tu le dis, c'est impossible de garantir qu'un système est sécure à 100. Et également aussi comme, les entreprises ont des budgets, qui sont, limités en matière d'investissement cyber, bah, avec ces investissements limités, on ne peut pas couvrir 100 des risques. Donc de toute façon, on sera sur de l'engagement de moyens et sur sur cet aspect, de Complémentaire, suivi des effectivement. réglementations. Pardon. Oui, parce que comme tu le disais, effectivement, il y a aussi une part que beaucoup de jeunes ont du mal à comprendre, c'est l'acceptation des risques. C'est-à-dire qu'il y a certaines directions qui vont, à un moment ou à un autre, effectivement, devoir trancher au niveau du budget et dire: «Bah, on accepte de rester vulnérable sur certains points et on accepte de couvrir aussi d'autres points», et c'est là, en tant que consultant, le devoir, d'orienter, on va dire, les décisions vers les éléments qui sont les plus impactants et qui sont les plus rapidement faisables. Ce qu'on va appeler les quick wins. Alors je ne sais pas comment tu as l'habitude de fonctionner, mais en général, je pense que c'est plutôt vers ce type d'action que vous allez, mener les efforts. Oui, oui, bah, en fait, on en revient à ce que je disais au tout début, c'est, vraiment, avoir la connaissance de l'entreprise, comment elle fonctionne, quels sont ses métiers critiques et ces métiers critiques, identifier, on va faire un inventaire du système d'information et dans cet inventaire, identifier quels sont les hardware qui portent finalement, le métier critique et identifier toute la chaîne entre, le métier, l'application, les OS, le hardware, voilà, je vais très vite, hein, mais schématiquement, c'est ça, pour avoir, l'identification des différents éléments du système d'information qui porte ce métier critique et on va faire un focus sur ces, métiers-là en priorité
pour l'acceptation des risques et après, petit à petit, on va étendre, aux métiers qui sont moins importants s'il reste du budget et donc comme tu disais, il y a cette approche d'évaluation des risques. On va identifier un risque et identifier, une probabilité d'occurrence au niveau de ce risque et surtout un coût. Si ce risque, demain devient avéré, combien ça va coûter à l'entreprise? Et c'est cette, relation entre ces 3 éléments qui font qu'on va dire: «Est-ce qu'on accepte le risque? Est-ce qu'on le traite?» et donc du coup, on va mettre des éléments de sécurité. Est-ce qu'on le transfère? Parce que, on peut transférer un risque, c'est, aujourd'hui la plupart du temps, c'est, souscrire une assurance cyber et on peut également refuser un risque. Dire, «Ce risque est inacceptable, j'arriverai pas à le couvrir, donc il y a un moment donné, il faut qu'on change, la façon, d'opérer le métier ou peut-être qu'il faut, changer des briques du SI pour revenir dans un état acceptable». D'accord. Et aujourd'hui, tu adresses un grand nombre de sociétés, on va dire, différentes en tant que consultant. Est-ce que c'est un métier, du coup, qui est très nomade ou au contraire, c'est un métier où tu restes de chez toi et tu travailles majoritairement à distance? Il y a des 2. Il y a des 2. Après, clairement, dans la partie organisationnelle, vaut mieux être nomade et être compatible avec les voyages. Parce que, c'est quand même enfin, c'est bien, hein, la visio aujourd'hui, on rencontre les gens, on les voit, mais on n'a pas, tout cet aspect, communication physique, que le corps émet et ce qui permet aussi, de mieux percevoir les ressentis de la personne qu'on n'arrive pas trop à capter, via une visioconférence et également ça permet de nouer des liens, j'ai envie de dire, un peu plus, personnel, avec les personnes, créer du lien et justement, s'assurer qu'il y ait plus de fluidité encore une fois, dans ce qu'on va mettre en œuvre dans l'entreprise et s'assurer que c'est bien pris en compte. Sur la partie technique, je dirais, on peut être, beaucoup plus, sédentaire puisque, tout peut se faire quasiment à distance aujourd'hui, donc sur la partie technique, il y a beaucoup moins besoin de voyager. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il t'arrive d'innover au sein de tes missions pour arriver à apporter, je sais pas, quelque chose de meilleur? Tu me parlais tout à l'heure des fichiers Excel. Est-ce que, ben, tu les fais évoluer dans le temps pour, s'adapter aux nouvelles normes? Comment est-ce qu'il y a une part d'innovation réellement dans le métier que tu peux réaliser? On est en permanence en train de les mettre à jour ces fichiers puisque, les différentes normes sur lesquelles ils s'appuient, ou, textes, internationaux, les ISO, évoluent, très régulièrement. Donc finalement, ces outils de travail, il faut les faire évoluer régulièrement. Donc soit on fait évoluer les outils, basés sur Excel, soit à un moment on se dit: «C'est bon, il y en a marre d'Excel» ou c'est pas forcément le bon outil et on va assurer, un choix d'outils, le test de l'outil et après transfert des données dans ce nouvel outil, pour assurer la continuité de la mission. D'accord, mais du coup, combien de pourcentage en termes de temps ça représente dans ton emploi du temps, cette partie innovation? Ah, je dirais, 5 du temps. Les textes n'évoluent pas tout le temps, les méthodologies n'évoluent pas tout le temps. On est plus sur de la correction, de bugs qu'on pourrait repérer dans l'outil, mais c'est pas la majorité du temps et heureusement parce que c'est pas non plus la partie la plus fun de mon point de vue. Traiter des textes et faire de l'Excel, il y a quand même plus amusant. D'accord. Et demain, si tu devais, donner les prérequis pour, quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce métier-là, si tu devais recruter quelqu'un dans ce métier-là, quels seraient les prérequis qui, pour toi, sont importants pour pour pouvoir, bien faire ce métier, tout simplement? Alors, paradoxalement, je dirais qu'il y a pas forcément besoin d'être très bon dans la cyber, parce que, finalement ça s'apprend par l'expérience. Par contre, les éléments, essentiels, pour moi, ça va être, l'avoir envie d'apprendre et avoir envie de travailler. Parce que ça demande, énormément de travail, donc d'acquérir toutes les connaissances qu'il faut en matière de cyber et pas de se dire que, bah, juste le travail au quotidien dans mon taf, suffira. Il y a des fois beaucoup, besoin d'investissement personnel et donc faut pas avoir peur de travailler, de s'investir et vraiment de s'engager. Et ensuite, pour les personnes qui souhaiteraient, évoluer dans ce domaine-là en termes de compétences, est-ce qu'il y a des compétences majeures sur lesquelles il faut qu'elles se focalisent, pour devenir, vraiment bon dans ce métier-là? Il y a des axes de spécialisation, mais là par contre, un peu compliqué comme ça de tous les donner parce que c'est en fonction de ce qu'on veut faire, l'axe n'est pas du tout le même. Si on veut faire de l'organisationnel, si on veut faire du pentest, si on veut faire du forensique, si on veut faire que de l'audit, voilà, c'est des axes complètement différents, mais à chaque fois dans
tous les métiers qu'on veut faire, il y a forcément un axe de spécialisation et on peut toujours, creuser et vraiment devenir un expert, pointure dans son domaine. Ça, il y a aucun problème. D'accord, donc effectivement, il reste quand même encore une certaine marge d'évolution Mmh. et on va dire quels sont les métiers, qui s'ouvrent ensuite à nous une fois qu'on a été, consultant, cyber? Sur la partie, organisationnelle comme tu l'expliquais. Alors sur la partie organisationnelle, on va rester sur l'organisationnel, voire on va pouvoir évoluer. Là, par contre, on va sortir de la cyber, sur du conseil stratégique d'entreprise, puisqu'on aura commencé à mettre un pied dedans, voire sur du business développement. Je pense qu'une fois qu'on est dans l'organisationnel, on s'ouvre plus à ce type de monde-là. Il y en a quelques-uns qui décident de retourner dans la technique, mais c'est moins courant. D'accord et aujourd'hui, en termes de grille de salaire dans la partie, cyber, c'est toujours bizarre de parler de grille, de salaire parce que la cyber, c'est quand même très très ouvert. Est-ce qu'il y a déjà des montants approximatifs en revenu annuel brut, pour un débutant, un confirmé et un senior? Est-ce que tu as une idée de ce qui se fait sur le marché en termes de montants approximatifs? Sur les débutants, je dirais comme ça qu'on est entre 40 et 45 K. Ça va dépendre des contextes, des missions, des sociétés. Heu, Sur quelqu'un d'avancé, on va approcher, les 50-55, et après sur les seniors, on est à plus de 60, mais là, pareil, ça dépend en fait de l'expérience et de sa capacité à négocier. Parce qu'aujourd'hui, on a beau avoir des grilles de salaire, chaque salaire est individuel et c'est un peu, un jeu de négociation qu'il y a entre les RH et le salarié, donc faut jamais s'avouer vaincu et c'est qu'une capacité de négo. Donc voilà à peu près grosso modo ce que j'ai en tête en matière de salaire. Ça peut aller beaucoup plus haut, bien évidemment, il y a des D'accord exceptions. et aujourd'hui, le débutant, c'est quelqu'un, bah, qui rentre sur le secteur. J'ai plus le terme que tu as donné, mais c'est de l'avancée avant le senior. L'avancée, c'est à partir de combien de temps, d'années d'expérience à peu près? Je pense qu'à partir de 3 ans, on peut commencer à prétendre, en fonction de justement comment on a bossé dans le secteur dans le métier, toute l'expérience qu'on a acquise. Voilà, c'est entre 3 et 5 ans, on peut prétendre à arriver dans ce type de fourchette. D'accord et aujourd'hui, c'est majoritairement un salaire fixe ou c'est plutôt un salaire qui est variable en fonction du nombre de missions qui sont réalisées, en fonction des prestations? Sur les juniors, on est quasi, de ce que j'ai vu, on est quasi tout le temps en fixe et à partir de avancé, on peut commencer à avoir du variable, si on arrive à le négocier ou si ça peut être directement proposé par la société également. Et cette part variable, elle est sur le nombre de missions, réalisées? Elle est plutôt sur quel objectif en général? En général, elle est sur un double objectif. Un objectif individuel et un objectif d'entreprise qui vont, mixer, vont faire, la part variable. Donc, l'objectif individuel, il est fixé avec le manager, de façon, annuelle et l'objectif d'entreprise, c'est, l'objectif qu'a défini, le directeur d'entreprise, dire, «Bah, voilà, mon objectif pour l'année prochaine, c'est d'atteindre tel chiffre d'affaires» et en fonction de l'atteinte, tout le monde, en fait, tous les salariés vont, bénéficier, de cette partie variable ou non. D'accord et aujourd'hui, quelqu'un qui aimerait se lancer dans ce domaine, généralement, c'est quel type d'entreprise qui vont recruter ces profils-là? Vers quelle entreprise il doit essayer de se tourner pour essayer d'être, de Les Aujourd'hui, il y a les ESN qui recrutent énormément. Forcément, les sociétés de conseil, les pure players. Ça peut être du pure player comme, de la société un peu, généraliste, mais qui a une branche cyber. Et on va avoir également tout ce qui, alors ça, on est plutôt sur les parisiens, mais, tous les organismes d'État qui sont spécialisés là-dedans. À l'ANSSI, ça recrute, pas mal et c'est, pour commencer aussi, c'est une belle porte d'entrée, ça permet d'avoir justement un apport de compétences assez exceptionnel. Voilà, tout type d'entreprise, mais il y a aussi des clients finaux, un peu plus compliqués à trouver, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est un peu dans la même lignée. Les directions générales ont peu conscience, de l'investissement qu'il faut faire en matière de cyber et donc du coup, elles vont pas forcément débloquer, un emploi à temps plein, sur ce métier-là. Donc voilà, aujourd'hui, c'est plus tout ce qui va être, intégrateur, ESN, heu, grands comptes, il y en a qui recrutent, et les entités d'État si on a envie de se faire plaisir. D'accord, très bien, donc effectivement, ça reste quand même assez large, mais majoritairement plutôt sur les cabinets de conseil, qui vont, eux, traiter, la majorité des missions.
Oui, il Et y a beaucoup enfin, pardon, de mon point de ouais, vue, en vas-y, fait, il y vas-y. a beaucoup d'entreprises qui passent par l'ESN, parce que, finalement, c'est pour eux une variable d'ajustement. C'est moins engageant que de recruter un salarié. Définir est-ce qu'il y a vraiment un besoin et une fois qu'elles sont, heu, confortables avec le fait qu'il y a un besoin, elles vont recruter en propre et souvent même des fois c'est un transfuge. C'est-à-dire que c'est, le consultant de l'ESN qui est recruté directement par l'entreprise. Donc des fois, le fait d'aller travailler en ESN, c'est, en fait, ça nous permet Une porte d'arriver d'entrée dans vers des le client, boîtes, ouais. ouais, voilà, c'est une porte d'entrée, ce qui permet de connaître les personnes et de se faire recruter. D'accord. OK, donc effectivement, le réseau joue son importance dans le milieu de la cyber. Oui. Et toi, aujourd'hui, du fait que tu aies fait de la technique avant, que tu fasses de l'organisation aujourd'hui, quels sont tes projets en termes d'évolution future? Vers où est-ce que tu as envie d'aller? Et comment tu vois les choses? Moi, j'ai envie d'évoluer, progressivement vers le conseil stratégique d'entreprise et le business développement, heu, pour, développer, la boîte dans laquelle, je travaille, mais acquérir toute cette, nouvelle compétence. Encore une fois, quand on est dans la cyber, en général, c'est qu'on aime apprendre, tout le temps. Donc, voilà, acquérir cette nouvelle, capacité, cette nouvelle, connaissance, dans la partie, business développement et conseil en stratégie d'entreprise. Donc là, j'ai beaucoup de travail devant moi. D'accord. Et ben, merci en tout cas pour tout le temps que tu as pris et pour toutes les questions auxquelles tu as répondu. Peut-être Merci à un toi. dernier mot pour la fin, si, tu dois, schématiser, on va dire, ton métier et quelque chose qui est une valeur importante à tes yeux? Il faut prendre son pied. C'est super important dans la cyber, c'est tellement exigeant, qu'il faut prendre son pied. Faut pas avoir peur de s'investir et il faut y aller à fond, quoi. Quel que soit dans le métier, que ce soit de l'orga ou de la technique, hein, peu importe, vraiment il faut prendre son pied et comme dans tout métier, j'ai envie de dire, si on prend pas son pied, on sera pas très bon. Donc faut le sentir et si à un moment donné, on se sent pas ou on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est qu'on n'est peut-être pas au bon endroit, ou on n'a peut-être pas choisi la bonne spécialité. Donc voilà, à chaque fois, il faut s'écouter, avoir confiance en soi, heu, travailler et prendre son pied. OK. Et ben, merci en tout cas pour toutes ces informations-là. Si vous avez aimé l'interview, mettez un pouce bleu en dessous de la vidéo. Pensez à mettre des commentaires pour nous dire les prochains métiers que vous avez envie qu'on interviewe. Et puis, bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Merci à tous.